On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h. Bonjour. Le tour du monde dont on va déguster se poursuit en ce samedi. On vous fait redécouvrir aujourd'hui un voyage culinaire en Tunisie, entre poulpe, harissa et salade meshouya. Bon voyage et bon appétit. On y va pour les deux plats du jour. Je peux goûter comme ça? Oui, bien sûr. The menu, please. Oh, tu trouves ça? Voilà, moi je veux des olives vertes cassées, خليني شوية violettes باين. À peu près 300 grammes, 200 grammes. Voilà, 300 grammes. Ça va la baisse? Alhamdoulilah. استنى مش ممسوح. Tu mets les olives et les capres. Voilà, c'est un cap-cap. C'est un poisson en sauce. On met des capres, des olives, citron confit. Et comment vous appelez ce plat? Cap-cap. Ça, c'est le tassira. Tassira. Ça, c'est des piments de tomates 2 œufs. Et on le fait hacher. Voilà, on a fait griller des poivrons et des tomates. Certains vont mettre des épices. Moi j'assaisonne ça juste avec du sel et du citron. La meshouya, c'est une des salades importantes de notre cuisine. Saha. Bonne santé, Saha. Bonne santé. C'est ça, c'est que Saha, à ta santé. Bonjour à toutes et tous. On va déguster ce dort la pilule et croque le soleil à pleines dents pendant l'été. Le marché aux poissons de la Goulette, les champs de piment de Nabeul, la recette de la vraie salade meshouya à la Marsa, la Tunisie gourmande n'a plus de secret pour notre reporter Lénora Kriev. Bonjour Lénora. Bonjour François-Régis. Et oui, je vous emmène faire un tour au pays du jasmin et des douceurs. On va faire un kiff, comme on dit là-bas. On va faire un kiff, ça je vous le confirme. Et pour pimenter ce périple en Tunisie, un cuisinier est en direct avec nous. Il tient avec sa femme Virginie le bistrot à mi-chemin, c'est rue Boulard, Paris 14e. On est dans le quartier d'Enfer Rochereau, c'est Nordine Labiade. Bonjour. Bonjour. À mi-chemin, alors c'est l'histoire de votre cuisine qui est à mi-chemin. On l'a compris, entre vos deux amours, la France et la Tunisie. Et vous avez aussi signé un très beau livre qui résume votre esprit de cuisine, Paris-Tunis, aux éditions Tana, avec les très belles photos de votre ami, ici présent d'ailleurs, Fabrice Vegas. Voilà, et vous nous avez apporté, alors je crois que dans l'histoire dont on va déguster, on a rarement eu des banquets de mariage pareils. Il y en a partout, on n'a plus la place de poser nos fiches. C'est la générosité tunisienne tout incarnée, et c'est toutes les recettes. Il y a quoi en un mot? On va pas tout énumérer, sinon on en a à mon avis pour 40 minutes. La mloukhia, la camonia au poulpe, les boulettes aux herbes, les tartares de veau à la harissa, les tartares de thon aux pistaches, etc. C'est ça, vous reconnaissez la générosité, Lénora. Là, c'est à l'image du pays. Voilà, c'est à l'image du pays, c'est ça. Il est du voyage, notre d'Artagnan de la cuisine éco-responsable, qui utilise aussi bien son épée, son couteau que sa plume. C'est Arnaud Daguin, bonjour. Bonjour à tous. Votre coup de lame aujourd'hui ressemble à quoi? Un coup de soleil. Ah, coup de soleil, bah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Michel Billou, Nadia Chougui, Florent Beauvalais sont en direct pour touiller l'émission en régie. Une émission au goût de Méditerranée. Attention départ, on file près de Tunis, au marché aux poissons de la Goulette. On va déguster les saveurs de l'été. Ça c'est le pâquer ou la dorade rose. Elle est belle, cette dorade. Elle est fraîche, elle est magnifique comme poisson, elle est magnifique. Les rougets de roche, les crevettes, le méro blanc, le méro rouge, la rascasse, les calamars, la lotte. On a aussi le Saint-Pierre. Halouf, et en français c'est la baliste. Parce que halouf, ça veut dire cochon. C'est cochon, oui. Halouf, c'est cochon. C'est le cochon de mer. Donc pour vous, c'est pas un bon poisson alors? Non, c'est un bon poisson. Ils adorent, les gens, ils adorent ça. Il n'y a que de la chair dedans. C'est vrai qu'il est bien dodu, il a l'air bien charnu. Ah oui. Le halouf alors? Le halouf, c'est le cochon de mer. Des crevettes qui bougent encore. C'est vrai qu'elles bougent, vos crevettes. Ça, c'est la crevette de la Goulette, c'est la saison maintenant. Alors là, vous me sortez un très gros poisson, un beau poisson. C'est un beau loup de mer, ça pèse plus que 2 kilos. Ça c'est loup sauvage, ça c'est naturel. Ça c'est pêché ici à la Goulette, dans les côtes de la Goulette.
Elle a de la chance, notre Lénora, de s'être baladée dans les étals chargés d'écailles scintillantes à la Goulette. Alors on va demander à notre invité, la Goulette, ça se situe où? On va voir s'il connaît sa géographie juste à la fin des TGM, le train mythique qui amène à Sidi Bou Saïd, la Marsa. Et là, pour manger des poissons, pour avoir des poissons, pour sentir des poissons, il faut aller là-bas. Il n'y a pas une autre adresse. C'est pas très loin de la capitale, hein. On est à une dizaine de kilomètres de Tunis. Une dizaine de kilomètres par le train. C'est le ping-nous des poissons. On entendait des noms français assez familiers de pas mal d'auditeurs, j'imagine, qui nous écoutent, en Corse, à Marseille, à Nice, Pagre, Rouget de Roche, crevettes, mérou blanc, loup, baliste. Ça y est, c'est confirmé. La cuisine tunisienne est aussi, et surtout, peut-être pas surtout, mais aussi une cuisine méditerranéenne. Aussi et surtout, c'est une cuisine des croisements des chemins. La Tunisie, elle était un terre d'accueil pendant des milliers d'années. Les Génois, ils étaient en même temps en Tunisie qu'en Sardaigne et qu'en Corse. Oui. Et il y a cette courant gastronomique tunisienne qui est concentrée. Et on n'a pas l'impression de voyager quand on mange en Tunisie. On peut être en Grèce, en Corse, en Andalou. C'est ça, influence andalouse, influence italienne. On est vraiment dans un creuset, un melting pot très intéressant. Au carrefour de l'Afrique d'ailleurs. Il y a aussi de l'Afrique et de l'Orient. Hein. Oui, il y a des parfums qu'ils ont montés par le sud. Les autres qui ont venus par la mer, surtout par la mer. La mer, justement, d'où viennent ces très beaux poissons. Vous me disiez que le couscous était maghrébin, évidemment. Il est maghrébin, mais aussi tunisien. Simplement, le couscous à la tunisienne a ses particularités. C'est le couscous au prince, c'est le couscous au mérou. Ah. Et ses particularités, c'est un couscous de fête. Il y a qui en Tunisie qu'on mange les couscous au poisson? C'est ça, il y a qu'en Tunisie. Oh. Alors le mérou, on rappelle que c'est une espèce qui vit en Méditerranée, notamment. On fait le couscous avec ce poisson qui n'a pas une très belle... Si nos auditeurs veulent s'amuser à aller le googler sur Internet, c'est pas réjouissant comme ça. C'est absolument délicieux. Ah, on est d'accord. Mais souvent les plus moches sont les meilleurs. Ah, celui-là, pour moi. Il a une grosse bouche, c'est le prince des mers, c'est le roi. Il nage pas vite, il se montre, il est beau. Il est un peu gras et pour les cuissons, pour le couscous, il tient le coup, on garde sa peau. Il a une sauce fabuleuse. On peut pas mettre beaucoup de légumes avec le couscous au poisson, c'est précis. C'est des légumes qui n'ont pas de caractère. Puteron, oignons, courgettes blanches, quelques pois chiches et pas autre chose qui prend le dessus. On laisse ces poissons s'exprimer. Donc il est cuit dans un courbouillon en quelque sorte. Un courbouillon. On prépare un semoule classique. Oui. Et ça se mange chaud parce que la dorade. On l'a pas par hasard, ce couscous-là en plateau? Si, il est là. Non, parce que je le vois pas. Ah, vous l'avez vraiment apporté? Il est là. Ah, mais alors... oh là là, ah oui, ça commence à sentir. Il y avait un petit fumet comme ça, un peu épicé, parce que le couscous au poisson en Tunisie, ce sont aussi des épices. C'est des épices. Regardez, François Oh là là. Non mais attendez, Arnaud, vous allez vous en occuper ou pas? Ah carrément, les gros morceaux, les gros tronçons de mérou avec encore la peau. Qu'est-ce que ça sent bon. Je distingue un peu de cumin, il y a des pois chiches. Il y a des ras el hanout spéciales pour le poisson qui a de l'ail séché. Il y a de l'ail séché, dis donc. À chaque famille, elle a son épice. Hein. Il s'appelle Hassanout. Oui. Chez nous, à Zarzi, ça s'appelle le bzar. C'est comme bazar. Et chacun, il compose ses recettes familiales et qu'il est fier. Parce qu'il faut préciser que vous êtes originaire, vous avez prononcé le nom de la ville, Zarzis. Où est-ce que ça se situe en Tunisie? C'est une presqu'île, c'est en face des Djerba. Donc au sud, hein? Au sud, entre champ d'olivier et mer et ruines romaines. Je suis né entre un port de pêche et un champ d'olivier et la ruine romaine. Est-ce que votre maman peut nous écouter de là-bas? Mabrouka, elle est au rendez-vous, c'est midi. C'est Mabrouka? Mabrouka. C'est votre maman, oui. À qui vous devez beaucoup. Je dis beaucoup pour me donner cette flamme de recevoir, d'aimer la cuisine et avec peu de choses ou grand-chose, faire que du bon. Vous avez eu une expression très belle en préparant cette émission. Vous m'avez dit, pendant des années, parce que vous avez vécu les 24 premières années de votre vie en Tunisie, j'ai été, de ma mère, le majordome. Le majordome de ma mère, oui. Je suis fier. C'était pas facile, mais j'ai fait mes cours, j'accompagnais à la cuisine et je suis fier, je suis content. Et elle vous a transmis la flamme, le feu sacré. La flamme. Et aujourd'hui, vous êtes en France, un jour un peu particulier, qui est un jour d'arrivée sur les Champs-Élysées, du Tour de France, qui a pour vous une signification très forte. Pourquoi ?
Ça fait des mois un cuisinier le Tour de France. J'ai tout le temps regardé le Tour de France. Depuis votre Tunisie natale? Oui, pour regarder la France où il habite mon père. Et du coup, j'étais inspiré par ce terroir, tout ce qu'on regarde un peu le coureur, mais beaucoup le paysage. Le thym, les saucisses, les asperges. Et c'est vraiment une carte postale qui ça marque à vie. Ça, c'est du bon paysage. Non mais attendez, il est tombé amoureux de la France devant sa télé. Ouais. C'est ça, et tombé amoureux de la cuisine. Comme quoi ça peut servir à quelque chose, la télé. Bah oui, non, je pensais que vous alliez dire le Tour de France, évidemment, événement planétaire s'il en est. Allez, on va poursuivre notre exploration. Vous nous emmenez où, Lénora? Alors on est toujours à la Goulette, cette petite ville en bord de mer où les restaurants et petites pagodes populaires se suivent en enfilade dans une même rue. Je jette mon dévolu sur le café Stambelli, juste en face de l'entrée du marché aux poissons. Ça fait envie. Abdeslam gère ce restaurant depuis 1967, 50 ans précisément. Au menu de cette adresse fréquentée par des Tunisiens, sandwich tunisien, salade tunisienne, ogia, spaghetti, poisson grillé et bien sûr la brique à l'œuf. Avec Abdeslam et Daoud, un vieux monsieur de 90 ans, on commence par une petite leçon de friture. C'est l'huile qu'on entend chauffer là. Oui, ils doivent être à peu près dans 150 degrés. 150 degrés. Tout à l'heure, vous m'avez dit, on fait la brique comme les juifs. Voilà, c'est ça. Avant, c'était la goulette des juifs. 90% c'est des juifs. Maintenant, ils ont tous parti. On a laissé quelques spécialités juives. Le couscous des juifs avec des boulettes, le mqayla, matfoun, la qod. Tout ça, c'est spécialité juive. Et donc la brique là qui va nous faire le monsieur devant les yeux, là il a préparé la pâte déjà. La pâte elle est prête, voilà, elle est là. Vous faites des petites boulettes de pâte. Voilà. Vous prenez le rouleau. Le rouleau, voilà. Un petit coup comme ça. Voilà. Maintenant, un peu de persil et d'oignon. Donc là c'est une petite préparation d'oignons et de persil. Et ça c'est du thon. Un œuf. Voilà. Vous l'avez jeté dans l'huile, Le brick, 2 dinars 500 seulement. 0,8 centimes d'euros. Voilà, 0,8 euros. C'est un restaurant populaire. Il n'est pas luxe de 3 fourchettes. On mange bien. On mange quelque chose de frais, parce que toujours on a de demande. Alors montrez-moi le poisson. C'est une pièce de poisson. Il vient d'arriver. C'est une dorade. Ça c'est le dorade. Il est frais. Il n'est pas congelé, il vient d'arriver de la mer. Alors donc, le poisson, vous le mettez en vitrine comme ça devant le restaurant, oui, et on peut le faire griller. Le client, il choisit le poisson qu'il veut, parce qu'il a les yeux, on mange avec les yeux. On nettoie, on le sale, un peu de sel, et on le met sur la grille. Et on le mange ici en terrasse. Et on le mange sur la terrasse, oui. Je vais vous montrer la soupe. Ça, c'est la soupe, avec le poisson. C'est une soupe de blé. Oui, soupe de blé. Ça, c'est le tassira. Tassira. Ça, c'est des piments de tomates 2 œufs. Et on le fait hacher. Donc, le poisson, vous le mettez sur la planche. Voilà, un peu de sel seulement. Parce qu'on le laisse dans le goût de la mer. Il est tellement bon et pourtant, il n'y a rien de plus que du sel. Que de sel. C'est pour ça, elle est fraîche. Si on met du cumin là-dedans, ça change le goût. Tu ne sais plus, est-ce que c'est le goût de poisson ou c'est le goût des épices. Voilà, on met que de sel et on le met nature directement parce qu'il est frais. C'est incroyable, il n'y a pas besoin de marinade. Non, pas du tout, on n'a pas besoin, elle est fraîche, elle n'est pas congelée. Si on le met d'autres choses, on change le goût. Voilà. Donc en fait, vous êtes en train de me dire que cette dorade entière, bien sûr, une petite dorade entière, oui, avec la salade et la soupe. La salade et la soupe et le brick, 10 dinars seulement. C'est même pas 4 euros. Voilà, c'est ça. Vous n'avez plus besoin d'autre chose. On est bien pour le reste de la journée, ça c'est sûr. Voilà, je vous en prie. Chère Lénora, il a une vertu, votre reportage, c'est de me donner envie de prendre direct un aller-retour Paris-Tunis et d'aller me faufiler dans ce restaurant populaire du marché de la Goulette. Bon, c'est réussi alors. Non mais attendez, Stamboli Stambelli, pardon, un repas d'une fraîcheur exemplaire au goût vrai, l'équivalent de 4 euros. Alors vous êtes blasé, Nordine, vous connaissez ça par cœur, mais pour nous autres, c'est une expérience rare. On mange moins cher et plus frais tout le temps dans les marchés et dans les gares. Là, oui, ce loup avait l'air incroyable. Elle arrive tous les jours. Aller au marché de poissons, pour nous, c'était l'attraction. C'est le manège. C'est vraiment... Aller reconnaître les différentes espèces sur les étals, etc. J'imagine. Alors, un mot, évidemment, de ce que l'on peut considérer peut-être bien comme le plat, si ce n'est un des plats nationaux en Tunisie, c'est la brique au féminin. Lénora l'a bien prononcé. La brique, c'est ça. La brique, alors là, c'est typiquement tunisien. Ouais, personne, même vos voisins, personne vous a piqué cette recette. C'est le croissant
On peut manger, à partir des 10h30, on peut manger la brique. Et aux 4 heures aussi. Et 4 heures, 18 heures. Et jamais sans capre, jamais sans capre. Capre important. Jamais sans La capre, là aussi, La c'est féminin. Oui, la capre. La capre. Oui. Et rappelez-nous ce que c'est que, même si on l'a compris, il s'agit de friture, brique, c'est un rapport avec feuille de brique. Feuille de brique, c'est comme une crêpe, mais juste eau et sel. Cuit sur un poêle, comme le poêle à tarte tatin, à la main, et vendu tous les jours frais au marché, tous les jours. Alors, quand on est en vacances, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous entendent qui sont sur leur lieu de vacances. La brique, la chance, c'est que la feuille de brique au supermarché, ça se trouve relativement facilement. Partout. Comment on s'y prend? À la page 84 de votre très joli livre Paris-Tunis aux éditions Tana, il y a brique au cabillaud et au capre, puisqu'on a compris que la capre était indispensable à cette recette. Page 84, comment on s'y prend pour faire... vous m'avez dit c'est vraiment un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant, c'est bien de faire la cuisine, en même temps prendre le temps pour soi. Donc c'est une recette très rapide à faire, parfumée. On va prendre 300 grammes de cabillaud, de coulin, un poisson blanc plutôt. D'accord, frais. Voilà, frais, passé à 160 au four, pré-cuire. Dès qu'il commence avec une fourchette, on peut enlever facilement, on les retire. On va émietter la chair. D'accord. Rajouter avec un oignon coupé fin, légèrement poêlé, des capres. Oui. On peut mettre du persil. D'accord. Quelques herbes fraîches pour relever. Fraîches. Tout ça, on le met quoi? Au centre d'une feuille de brique? Au centre des feuilles qu'on ouvre. D'accord. On met 2 bonnes cuillères d'huile d'olive. Oui. Parce que c'est pas frit, on va les cuire au four. On les jette pas dans la friture? Non, on les jette pas, c'est trop gras, le temps de chauffer l'huile et tout, les gens n'ont pas le temps, donc on peut préparer à l'avance. D'accord. Et cuire au four, et il est prêt dans 15 minutes. On met la farce au milieu, on enveloppe notre feuille avec les choix qu'on veut, et on le passe au four 20 minutes, et elle est prête. On met un citron confit. On badigeonne un peu d'huile d'olive pour que ça dore? Non, j'ai mis assez l'huile d'olive dedans. D'accord. Que l'huile d'olive va se dégager sur la feuille, il va les faire rendre croustillantes, et c'est pas la peine de mettre plus. Juste, compliqué à voir quand on n'a pas l'image, le pliage de la brique, là, ça ressemble à une espèce de triangle, hein, en quelque sorte. Ça veut dire qu'on a une feuille entière de brique qui est pliée ensuite en demi-lune? Voilà, en demi-lune et en deux après. C'est ça. D'accord. Et là, comme ça, parce que ça va pas s'envoler dans le four. Maintenant, on a un four ventilé, on peut pas tout faire dedans. Les feuilles de briques qui s'envolent dans le four, on n'avait encore jamais vu ça. Si, oula. Si, ah bon, d'accord. Parole de, oui, c'est vrai. Bah oui, l'avènement du four à air. À part les vols au vent, je sais pas ce qui s'envole. L'avènement du four à air pulsé a changé les mœurs. C'est vrai. Mais vous préférez la flamme directe, Moi, j'aime bien le four à bois, oui, mais bon. Oui, c'est ça, le four à bois. D'ailleurs, oui. Et on voit aussi le citron sur la photo, on presse toujours un peu de citron sur la brique à la fin. C'est vrai. Important le citron, mais juste quand on goûte. Lénora. Comme ça ne modifie pas la pâte, elle reste croustillante, et les citrons. Lénora qui nous donne des leçons de cuisine tunisienne. Sur France Inter, on va déguster. Alors je vois dans votre cuisine là des amandes fraîches qui ont une jolie taille. Hein. Elles sont belles. Il faut les amandes, quand on les achète, il faut qu'elles soient un peu longues et assez plates. Si elles sont petites et bombées dedans, elles sont moins bonnes. Je vous fais goûter une amande, je vous l'épluche. C'est extraordinaire le goût d'amandes fraîches. Et on les mange comment? Comme ça? On les grignote la journée? On les grignote en dessert, on les grignote à l'apéritif. Certains les mettent même dans du thé. Mais c'est tellement frais, on a envie de les mélanger avec pas grand-chose en fait. Hein. Elles sont très douces. Allez, une autre pour la route. ونخرق هالمدينة ونعمر وحدي أشرف وننسى هالزمان ونحلم زمننا لطف ما زالك بلا شي ما فيك تخسر شي وانا مليت من عشرة نفسي
Achat c'est une trouvaille de notre ami Djoubaka qui programme les disques dans cette émission. Ça me rappelle la longueur de voix. On n'est pas pressé, on est détendu, c'est agréable. Très mélancolique avec le titre Inimi. On va déguster. La citronnade. C'est la citronnade là. Ça c'est vraiment la boisson rafraîchissante. Quand on est assoiffé, on boit un verre de citronnade, on est désaltéré et c'est très bon. Et t'as quand même fait la citronnade? Elle est fraîche, c'est bon. Qu'est-ce que vous mettez dans cette citronnade? Du citron et du sucre. C'est tout? Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de menthe C'est avec une centrifugeuse, spécialement pour le citron. Il n'y a pas d'autre chose. Et la citronnade, c'est toute la journée qu'on la consomme? Ma citronnade, elle est légère. Elle n'est pas trop acide. On peut même boire le matin à jeun, parce que je choisis d'acheter le bon citron et le bon calibre et les juteux. Voilà. Saha. Bonne santé, Saha. Voilà, à votre santé. À votre santé. À votre santé, c'est ça. C'est que Saha, à ta santé. Lénora Krief, vous préférez la citronnade que vous avez dégustée dans le marché de Tunis ou celle de Nordine? J'aime bien mettre les gens mal à l'aise. Ah oui, à chaque fois vous faites ça. Mais celle-ci est très très bonne. Là, je la goûtais pendant qu'on écoutait le son. Donc je ne sais pas. Parce que Nordine Labiade, dans sa générosité toute méditerranéenne, nous a quand même apporté une gourde à chacun. Il y a au moins, vous avez fait combien? 16 litres de citronnade. Je suis en train de devenir addict à cette mais on devient très très vite addict à la citronnade. C'est une drogue dure. Il y a bien plus que de l'alcool là-dedans. Il y a des sentiments peut-être. Oui, voilà. C'est incroyable. C'est des citrons bio du Menton. Il y a une douceur, la chair elle est épaisse parce que quand on fait la citronnade, donc on va hacher les citrons entiers. Oui. Il faut absolument qu'ils soient bio. Laisser mariner. Bio parce que ce sont des citrons non traités évidemment, puisqu'on utilise toutes les parties du citron, y compris le zeste. Normalement. Et l'albédo. Et l'albédo, la partie blanche. Là, voilà, on le sent bien. Avec cette légère amertume. Exactement. Elle est opaque, elle est soyeuse. On va les filtrer dans un torchon. Et elle est douce. Attendez, elle est pas acide. Quand on a des petites aigreurs d'estomac, on se dit le citron, ça va tomber sur l'estomac et ça va faire drôle. En fait, elle est fruitée, elle est naturellement sucrée et sans être trop, elle part pas trop dans les aigus. C'est l'épaisseur de la chair. La cidra corse, on les mange en salade. C'est pareil, on peut croquer dans le citron quand la chair est épaisse et c'est vraiment. Vous parlez beaucoup de la Corse. C'est mon terrain d'équilibre entre la Tunisie et la France. Les paysages me parlent. Je tombe sur le figue des barbaries, le romarin, les thym sauvages, les bouquets sèches, le rascasse. La Corse vous rappelle votre pays natal? J'ai démarré à travailler avec une chef corse, Christiane Giacolini, qui a son restaurant Il Fanna à la Barcage. Ah, Barcage, on est au nord du Cap Corse. Merci Christiane de me prendre au débit. Je trouvais un autre maman. Et quand j'ai démarré maman de cuisine. Voilà. Démarrer la cuisine française, quand je tombe dans une cuisine corse, c'était un palier. Je me sentais presque chez moi. C'est ça. Il y a tous les produits que je connais. Juste, faut y aller. Impeccable. Revenons aux spécificités du répertoire tunisien, notamment à travers une recette que vous êtes, je crois bien, je prends pas trop de risques en disant que vous êtes l'un des seuls à la faire à Paris et en région. C'est une recette absolument mythique, un peu baroque dans son aspect, voire gothique, très noire, très sombre et pourtant quelle lumière sous le palais. C'est la mloukhia. La mloukhia. Alors bon, c'est pas facile à prononcer, c'est pas facile à écrire non plus. La mloukhia. De quoi s'agit-il? La mloukhia, plat de roi. C'est la plante. Ça, par contre, vous nous l'avez pas faite. Si, absolument. Ah, ok. Génial. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? C'est vrai, il nous a fait à peu près tous les plats dont il parle. Alors, il va falloir vous rasseoir à votre micro quand même, Nordine, parce qu'on a une émission. Mais par contre, Lénora peut éventuellement... je veux pas vous forcer à faire service, mais... Ça sent la vie. Ça sent le partage. La couleur est noire. La couleur est noire. Ça sent l'histoire, ça sent les racines. Pour moi, c'est un drapeau. C'est un drapeau. Très jolie expression. C'est un drapeau tunisien. Mijoté des heures et des heures et des heures. Les viandes sont compotées. En l'occurrence, vous utilisez de la joue de bœuf. Joue de bœuf entier. Comme ça tient un cuisson. On ne lève même pas la peau. Elle est entière. Combien de temps de cuisson? 10 heures, 14 heures sur une flamme. Vous entendez un peu ça? En une seule fois ou en plusieurs fois? Une seule fois. Une seule fois. Techniquement, c'est très compliqué, techniquement. Oui. Mais... Oh là là. Qu'est-ce qui donne cette couleur noire? Verte, foncée. Ouais, enfin, alors là, je sais pas ce que va penser, je sais pas si je suis daltonien, mais on est quand même sombre. Vu d'ici, on est noir. Mais non, mais c'est vrai que c'est un vert profond. C'est la corette. C'est la corette. Oui, c'est la mauve juive. C'est la mloukhia d'ailleurs. Hein. C'est la mloukhia. Corette, c'est le nom français de cette plante potagère qui est quand même assez portée sur l'amertume. C'est la plante sert des aînés.
Il y en a qui se gourent, ça fait des surprises dans la gamelle. Ça teinte rouge. Ah oui, d'accord. Moi, je suis allé le goûter, rue Boulard. C'est vert profond. Oui. Ça, c'est sûr. Et c'est quand même c'est une expérience. On reçoit des coups de fil du monde entier pour réserver sa mlohia à Mishmar et Boulard. Et ça me fait plaisir parce que je rendis ce plat international. Et c'est ça qui importe, c'est la transmission, l'échange. Et comme cuisinier, c'est ce qui m'apporte tous les jours. Nourdine Nabiad qui entame une carrière internationale avec la mlouria qui sert rue Boulard au 31, c'est ça? 31 On est dans le 14e arrondissement de Paris, vous en pensez quoi? Je pense que c'est un plat qui vient de très très loin dans le temps, ça. Oui. Ah oui. Oui. Ça se goûte immédiatement, quoi. C'est un plat moi, je crois qu'il existait pendant l'époque romaine. Oui, c'est très possible. Oui. C'est pas un plat d'ailleurs. Et c'est un plat qu'on partage parce que tellement ils sont bons. Dans une immeuble, tu passes ta journée à partager des petits parts qu'à manger. C'est ça. Ça, c'est quoi? On a oublié d'en dire un mot, parce que c'est devant nous, c'est à côté de la citronnade, il s'agit... C'est le croquant aux amandes. Oui, mais alors, c'est un biscuit, il fait à peu près une vingtaine de centimètres. Une vingtaine de centimètres long, c'est comme un cake. Oui, sec. Cuit en biscuit fois. Sec. Cuit une fois, recuit une autre fois, coupé en longs morceaux, pour qu'on forme en longueur, pour qu'on trempe ce gâteau dans la citronnade. C'est exprès. Pas dans le thé à la menthe? Non, c'est pour les citronnades. On peut mettre des grains de fenouil dedans. Ah, des grains de fenouil. Mais il y a quand même un petit cousinage avec l'Italie. Ça me rappelle un peu les cantucci, même les canistrelli corse. On est dans cette idée du biscuit sec. On est dans le longuet de voyage. C'est-à-dire, c'est des biscuits qui sont tranchés dans un biscuit entier, puis recuits, et gardés le temps qu'il faut, et qui retrouvent leur vie quand on les trempe. C'est ça, voilà. Eh bien, écoutez, en Tunisie, aux mêmes périodes, il y avait presque 5-6 origines différentes qu'ils ont vécu longtemps, et faire la fête et manger ensemble. Et ça se sent dans la cuisine tunisienne qui est vraiment méditerranéenne 100%. C'est ça. On va continuer à évoquer bien des saveurs de Tunisie avec notre invité Nourdine Labiad. Il va notamment être question d'une fameuse sauce rouge qui arrache. On n'en dit pas plus, mais je pense que pas mal derrière leur poste ont deviné de quoi il s'agit. Mais tout de suite, c'est le coup de l'âme. Le coup de l'âme d'Arnaud Daguin. Cuisinière, cuisinier, bronzé. Ce matin, en me levant, 6h32, complètement à l'est, je me sentais pas brillant. Moi, l'astre du jour, poignant à l'horizon, j'étais le plus triste des astres. Aurore, malheur, on a les aubes qu'on peut, disait Philippe Solaire. Et oui, moi qu'on adore et qu'on chante, moi dont on prend des bains et dont on craint les coups, moi sous qui l'on se couche, pas à côté, pas n'importe où, sous moi exactement, juste en dessous, eh bien moi, le soleil, ce matin, j'ai des boules. Voyez-vous, depuis le temps qu'elle me tourne autour, la Terre, sur elle, j'en connais un rayon. C'est la meilleure élève de mon système, elle mérite le prix d'excellence, à peine 4 milliards d'années et hop, de la vie partout. Un cercle sans fin de recyclage au rythme de mes passages. Pas comme Mars, Vénus et autres Uranus et cancres, pas foutus de produire le moindre pissenlit. Pendant des millénaires, la Terre a bien suivi mon programme solaire. Faire pousser des plantes, me laisser caresser les légumes et les fruits que j'aime à mûrir, faire du bois, des algues et des coraux, donner de l'or intelligent, la même couleur aux gens, gentiment. Mais depuis peu, très peu même, à peine un siècle ou deux, la bonne élève flanche. Du haut de mon zénith, je le vois bien que les fruits ne sont plus sur les arbres, alors que je donne à plein rayon pour les mûrir. Les fruits, ils sont dans des frigos, où je brille par mon absence. Je le vois bien que je cogne sur des champs tout nus, tout retournés, que je stérilise au lieu de faire pousser. Vous me faites fabriquer du désert alors que je suis le moteur de la fertilité. Je suis la vie, la puissance, la générosité, même si les Égyptiens me trouvaient un peu rat. Je suis l'énergie. Pourquoi ne plus me faire confiance? Je suis inépuisable, moi, pas comme le pétrole, le gaz ou le charbon, tous ces trucs qui vous cuisent à l'étouffer. Vous pouvez vous fier à tout ce qui dépend de moi. Il faut vraiment être mégalo et inconscient pour prétendre faire mieux. Je rappelle que j'ai des lustres d'avance sur la machine à vapeur et le moteur à explosion. Je rappelle aussi au passage que je ne suis pas équipé de thermostat. Je vais continuer à cogner pareil et longtemps. C'est vous, terriens, qui créez le désert, c'est pas moi. C'est pas la photon, c'est vous qui fautez. Moi, je suis là pour taper sur du verre, partout, tout le temps, pour que ça pousse, que ça meure et que ça nourrisse. Alors un conseil, terrien, fiez-vous à moi.
Tout ce qui marche grâce à moi marche bien. C'est pas compliqué. Il suffit d'un peu d'humilité, observer, comprendre, admirer, imiter. Mettez du végétal partout, des plantes pour nourrir, pour habiller, pour construire. Cessez de vous chercher d'autres rois que moi. Moi, ce soir, en me couchant complètement à l'ouest, je me rappellerai ce mot brillant de Chateaubriand. Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent. Bon, c'est pas tout le roi soleil, mais c'est quoi le plat de l'astre du jour? Alors, tourne-dos de courge aux graines de tournesol, c'est de circonstance, hein. Tartinez donc d'huile solaire, donc de tournesol donc, de belles tranches de courge de Nice ou de butternut. Puis panez-les à la mignonnette de poivre. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Paner, c'est faire rentrer un peu les petits grains. Et faites-les bronzer, pile et face, à la poêle, gentiment. Dès le hâle souhaité obtenu, enfournez-les à 150 degrés pendant 20 minutes. Et pendant ce temps, dans la même poêle, toastez doucement une poignée de graines de tournesol, décortiquées bien sûr. Lâchez par-dessus une grosse pincée d'échalotes ciselées, puis mouillez d'un gros trait de vinaigre de soleil, de Banyuls donc. Laissez réduire ça, et puis ajoutez un demi-verre d'huile de tournesol pour faire une bonne vinaigrette tiède. Et vous servirez ces tourne-dos à l'assiette sur un lit de mesclun, nappé de la vinaigrette et arrosé d'une averse de persil plat haché gros. Allez, allez en paix, et vivez joyeux. Bravo, j'étais en train de m'étouffer. Oui, je vois. Pas avec des graines de courge, mais avec les amandes que vous nous avez apportées. Vous avez un peu citronnade. Un petit truc à nous donner pour les amandes, pour faire en sorte qu'elles soient fraîches. Pour sortir les amandes du gosier. Oui, prenez des amandes secs, émondées. Il faut les plonger dans l'eau tiède, ça dépend des quantités que vous mettez. Quand l'eau sera froide, vous le mettez au frigo et le lendemain, vous changez l'eau et vous avez de l'amande fraîche. Croque sur la dent, plein de jus. On a vraiment cette impression d'une amande fraîche, en quelque sorte. Tout à l'heure. Et qui n'est pas du tout amère, hein, bien sûr, qui est très douce. Hein. Ouais. Oui, je les ai goûtés tout à l'heure et je demandais s'ils faisaient du lait d'amande avec ça, parce que c'est intéressant, à partir de ces amandes-là, d'essayer d'en extraire quelque chose pour mouiller à la place d'un lait, par exemple. Crème d'amande. Voilà, c'est très très bon, que ce soit en pâtisserie ou sur une vinaigrette. Dans une tartare, des tourades sauvages. Par exemple. C'est merveilleux. Non, l'amande, c'est vraiment une mine formidable. Et moi, je déteste pas qu'il y en ait une un peu amère de temps en temps. Mais il faut que vraiment, c'est une de temps en temps. Comme le mouton noir. C'est comme ça arrive dans les piments padrones, et s'il y en a 1 sur 10 qui vous arrache le clapois. Passons à une petite recette. J'ai l'impression que ma voix est en train de s'arranger légèrement. Une recette familiale qui a également dans votre livre, car la Tunisie est un pays de boulettes. Bien sûr, le couscous boulette, on le connaît, c'est aussi une spécificité tunisienne. Mais vous avez les boulettes aux herbes de votre mère. Voilà une cuisine, une recette qui va plaire à Arnaud Daguin. C'est une recette ménagère, une recette de peu, une recette végétarienne. Quand les jours où on n'a pas de viande, avec 3 fois rien, on arrive à faire un petit miracle qui d'ailleurs trône sur le plateau d'On va déguster. On va faire passer le plat. Et puis c'est encore Lénora et Arnaud qui vont faire évidemment les cobayes. Alors de quoi s'agit-il, ces boulettes aux herbes? Boulettes aux herbes, c'est la même préparation d'une farce pour le Haussmann. Donc il y a des persils, des blettes, de l'agnette, des lanettes sauvages, oignons confites, juste un petit poignée de semoule. Parce qu'on a tendance à dire, qu'est-ce qui tient tout ça? Qu'est-ce qui fait que ça colmate? Qu'est-ce qui fait qu'on soit dans une boulette un peu compacte s'il n'y a pas la viande? Jaune d'œuf, cuillère d'huile d'olive, tomates concentrées, maison c'est préférable. Tout ça mélanger onctueusement. C'est ça. On laisse refroidir un peu. Après, on va réaliser des petites boulettes. Merci. En Tunisie, on le fait très grosse. Ça n'en aura pas. Quand vous dites très grosse, là, on est quand même sur l'équivalent d'une balle de golf, hein, on va dire. Balle de golf. Ça, là, c'est bien. En Tunisie, ça va être les triples. Ah oui, ça peut être la grosse balle de tennis ou... D'accord. Voilà, balle de tennis, exactement. Un par personne et le compte est joué. D'accord. Tout ça, on va les mettre dans une passoire. Ça va être cuit vapeur. On met une branche de céleri dans l'eau. Et on va le couvrir de semoule aussi, ou rien aussi. Donc, 20 minutes, c'est cuit. Génial. On le prend à la cuillère, on passe au réfrigérateur. C'est mieux de les manger froides, avec un bon sauce tomate à l'ail, sinon tiède. Oui.
On peut le goûter avec des anchois, des sardines, c'est un plat d'été. Et vous dites qu'on peut l'accompagner aussi parce que je dois dire que cette sauce tomate qui figure sur les très belles photos de votre ami a l'air vraiment compotée et luisante. On a vraiment l'impression d'une sauce à la tomate d'une mama italienne en quelque sorte. Les Italiens, ils ont venu en Tunisie, ils ont apporté beaucoup de savoir-faire pour les poissons, pour les sauces tomates, pour les séchages. Les Andalous ils ont amené les gâteaux. Et par le bas, c'est venu tout ce que céréales, psissa, tout ce qui était voyagé. Psissa, c'est une merveille, ça. On passe d'un. Juste pour finir, les boulettes aux herbes, donc sauce tomate possible. Faites cette recette à la maison, elle figure sur franceinter.fr. Très facile à faire, très facile, ça coûte rien. Il faut des herbes. C'est déjà un chef-d'œuvre, moi je dis. On est d'accord. La tomate, sans doute, elle doit être formidable. Mais dans les herbes, il y a de l'aneth. Il y a de l'aneth. Vous n'avez pas écouté, Lénora. Mais c'est ça, j'étais en train de préparer les boulettes, moi aussi. Répétez juste les herbes fraîches qu'il y a. De l'aneth comme l'a si bien reconnue Lénora Krief. Persil. Un peu de ciboulette, parce qu'on ne trouve pas beaucoup de ciboule. Légèrement de blettes, surfeuilles, même des fans des carottes bio, tout ce qu'on peut récupérer comme herbe. Et comme seul ustensile, il faut ses doigts, hein? Il faut ses doigts, il faut ses mains. Et un jaune d'œuf qui va lier tout ça. Et un jaune d'œuf qui va lier tout ça. Un petit peu de semoule, on est en Tunisie, c'est magnifique. La psissa, juste en un mot. La psissa, c'est 5 ou 6 épices. Oui. Torréfié, moulu, et l'huile d'olive. Et on peut traverser le monde entier. Et vous êtes on a besoin de rien. La psissa, c'est un mélange d'épices. Un mélange d'épices, céréales et épices. Et on a le droit de goûter ou pas? Et la différence avec le ras el hanout, parce que dans la psissa, il y a 6 épices. Ça, c'est les saucisses des gens qui traversent les desserts, la mer. Ça tient 4, 5, 6 mois. Vous donnez la béquille à votre voisine? On met des amandes. Alors, je vous propose une chose. On va goûter cette préparation à la psissa pendant notre pause musicale. On se retrouve juste après pour évoquer des saveurs pimentées. Je suis africain, Rachid Tara. Bel été sur France Inter. Je suis africain, africain du nord au sud. Je suis africain, dedans comme dehors. Je suis africain, je n'ai pas le rythme dans la peau. Je suis africain, un albinos afro. Africain, j'aime l'Afrique. Je suis africain, du Fuji au Kilimanjaro. Africain, j'aime l'Afrique. Africain, fantasmagorique. Malcolm X, Africain. Ketel Yassin, Africain. Jimi Hendrix, Africain. Jacques Derrida, Africain. Angela Davis, Africain. Frantz Fanon, Africain. Lumumba, Africain. Sankara, Africain. Bob Marley, Africain. Apateba, Africain. Aimé Césaire, Africain.
longtemps. Africain. Ah. Africain. Africain. J'aime l'Afrique. Africain. Fantasmagorique. On va déguster ce mets à l'heure d'été. Alors, on est pas trop loin de Nabeul. C'est la forêt de Ghardaya qui côtoie la ville de Bnichiar et de Marmoura, pratiquement à 7 km de la ville de Nabeul. Et c'est ici que vous cultivez les piments pour faire la harissa. Et ben voilà, pour préparer de l'harissa, donc on est obligé de cultiver des piments, connus sous le nom aussi de marmouri. Marmouri. Marmouri, c'est une appellation dérivée de la ville de Marmoura. Donc c'est une variété fixée qui a au moins 400 ans d'existence, cette variété-là. Hein. Alors voilà, on a les petites gousses de piments actuellement qui sont encore verts. Ils sont bien verts, on dirait des poivrons là. Ah ben voilà, ils sont encore verts, d'une très très belle couleur, pratiquement de 10 cm de longueur, mais ça peut atteindre aussi même 15 cm de longueur lorsqu'ils sont vraiment rouges et matures. Et donc fin juillet, elles seront rouges. Alors, fin juillet, ça commence à avoir des gousses rouges. On peut les cultiver aussi vertes pour préparer soit des plats et des mets à base de piments verts. On peut faire de la méchouilla ou sinon des piments grillés. La cueillette, c'est une festivité. Donc, la plupart des femmes de la région, ils sont là. C'est un entraide d'ailleurs, tu vois. C'est la voisine qui vient, l'autre voisine de l'autre côté qui va venir. On s'aide ensemble. Si j'ai terminé par exemple ma cueillette chez moi, alors le lendemain je vais aller chez la voisine. Et comme ça, on se réunit pratiquement tout l'été pour la cueillette des piments. Ben, elle est magnifique celle-là. C'est vrai qu'il est beau ce verre, hein. Il est vif. Alors là, je croque dans un piment. Hein. C'est l'aventure là, la Tunisie. On va faire une salade tunisienne. Hein. Non, c'est pas trop pimenté, ça a le goût d'un poivron, hein, le piment. Hein. C'est ça, oui, mais écoutez, si vous voulez vraiment avoir un piment fort, il faut attendre un petit peu. Il est très parfumé. Regarde la couleur, franchement, regarde la couleur. Là, c'est l'eau, c'est la qualité d'eau. Et le soleil, et la qualité de la terre. C'est magnifique. Elle est riche, la terre, elle est riche, elle est riche. Notre exploration de la Tunisie gourmande fait escale à Nabeul. Vous nous situez Nabeul Nabeul, Capon, Nordine Labiade. Face à Ballarige, c'est le nez de la Tunisie, Nabeul. C'est ça. Un terroir, des petites collines, beaucoup de légumes. Et capitale de... des piments. La harissa, Lénora Krief en a fait les frais. Oui, on fête la harissa et le piment depuis 2 ans là-bas. Oui. Et donc à Nabeul, donc moi j'ai rencontré Imed Atig, un artisan et fabricant de cette spécialité. Il propose dans son atelier à Nabeul une jolie gamme de produits à base de piments rouges séchés. Et donc avec Imed, on était sur les champs d'un agriculteur près de Marmoura. Et je vous propose de goûter donc là 2 harissa, une fumée, parce qu'en fait il fait plein de dérivés. Magnifique. Au fenouil, au thym, enfin voilà, il a fait les variantes. Et puis je vous laisse vous avez une victime consentante toute désignée à votre gauche. Il y a la fumée et la droite, classique. Non, à votre gauche. Volontaire. La classique, en fait, il y a du piment, de l'ail, du sel, du carvi et de la coriandre. Et là, il en a fait une version ça, c'est la fumée. classique. Hein. Ça, c'est la donc, classique. La harissa, on est sur un condiment à base de piment, mais pas que. On pense que la harissa, souvent, c'est commun. Et ça l'est effectivement à tous les pays du Maghreb, mais l'origine est d'abord tunisienne. C'est tunisien, des Nabeul, la harissa. Mais on dit aussi ce condiment a passé les frontières. Et on emploie aussi beaucoup de harissa en Algérie, au Maroc. Les goûts, on peut pas les retenir. Bien sûr. Un voyage. Non, mais vous en voulez pas aux Algériens, aux Marocains, c'est ça que je veux dire. L'harissa, ça reste tunisien parce qu'ils nous appellent l'harissa quand on arrive quelque part. C'est ça. Donc la classique, comme vous nous le dites, Lénora, et il y a une version fumée. Là, voilà, il y a une version fumée, mais il y en a plein d'autres. J'ai même là une confiture d'orange pimentée qui plutôt peu s'allier avec de la viande, hein. C'est quand même assez fort pour le matin, mais voilà, donc c'est plein de petites variantes. Alors, vous avez la bouche en feu, Arnaud? Non, pas du tout, j'ai pas la bouche en feu, j'ai la bouche remplie, entre guillemets, ça n'arrête pas. C'est d'une longueur incroyable, ça cascade sur des arômes différents, le piquant est très progressif et il vient soutenir tout ça. Si vous avez, très, très bon. Si vous avez
La bonne idée d'aller vous attabler dans le bistrot à mi-chemin chez Nordine Labiade que vous tenez avec votre femme Virginie. Hein. Vous tenez à le signaler. Ouais. Je lui passe bonjour, elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle a démarré ce restaurant depuis 98, je l'ai rencontré 2 ans après, et on a décidé de raconter notre histoire d'amour en cuisine. C'est ça. Eh bien, écoutez, elle est plutôt réussie et féconde, votre histoire d'amour, puisque on peut trouver notamment de la harissa sur votre ardoise à travers une recette qui figure dans votre livre à la page 74 aux éditions Tana. On veut la recette, car là aussi, il s'agit vraiment d'une préparation toute simple et estivale. Quand on part en vacances et qu'on n'a pas d'ustensiles sous la main, ni robot, on n'a pas envie de partir avec ses hachoirs, tout ça, on veut juste ses mains, un couteau un peu près aiguisé. Et on arrive à se faire un petit tartare des familles relevé de harissa. Tartare de veau, de lait. J'ai la chance d'être à côté de mon voisin Hugo Desnoyers, je suis livré. Ah ouais, c'est pas n'importe quel boucher quand même. Rue Boulard, Hugo Desnoyers, effectivement, on connaît Pierre. Alors lui, je crois qu'il fait venir le veau de Corrèze, non? Le veau sous la mer? Sous la mer. Donc, veau de lait haché un peu gros, couteau de préférence. Préférence. Alors donc, quand on coupe, mais quand on coupe une noix de veau par exemple, on commence par faire une tranche. Ensuite, si on le fait au couteau, on fait ensuite des lanières, et ensuite ces lanières, des gros spaghettis, dans l'autre sens. Plutôt faire très vite pour que ça chauffe pas. C'est ça. Et couteau coupe bien pour pas hacher et arriver au. Les tartares au couteau pour qu'on ait la mâche de la viande sous la dent, c'est important. Et rajouter des croquants, nous, nos tartares de veau. Donc on va mettre des capres bien essorés. On va mettre les veaux, ça reste un viande maigre, donc on va mettre des pignons de pain grillés pour amener un peu de gras. On va utiliser de l'huile de noix. Ah, de l'huile de noix. Un peu de ciboulette. Et la harissa légèrement à la fin. Un demi-jaune d'œuf, pas forcé sur le jaune d'œuf. Et on mélange ce tartare. Et avec la harissa, ça relève en fait un tartare de bœuf et les relever. Donc rajouter le relevé pour les relever, ça donne pas grand-chose. Et là, on va chercher cette relief d'harissa dans le tartare qu'on va pas complètement mélanger. On peut dire que la harissa fait un peu office de tabasco dans le tartare traditionnel français, c'est ça, non? Oui, c'est les piments d'Espelette du Tunisie. C'est ça. Oui. Moi, j'utilise plus le tabasco parce que ça va changer les couleurs de la viande. Il y a quand même des produits qui sont très très forts. Je paie pas. Il y a une subtilité dans la harissa qu'il n'y a pas dans le tabasco. Ouais, le tabasco, il tamponne direct, donc il faut s'en servir comme un truc qui vraiment tamponne. Et puis attention, c'est pur piment, hein. Alors que là, on est dans une pommade. Absolument. Douce, et donc du coup, c'est un vrai condiment complet. Et donc il doit falloir doser avec tact. Ça va pas cuire. Dit-il avec les joues rouges. Il va bientôt cracher du feu. Ça va pas cuire les tartares. Oui. La chair reste intacte parce que la harissa, elle est douce et elle parfume. Ça, par contre, on n'a pas le droit de goûter le tartare. Si, mais vous cachez bien en fait vos plats parce que je les vois pas. Non, mais il y a tellement de choses en fait autour du. Ce type est fou, il a amené sa carte. Espérance de vie assez courte, hein, ça je peux vous dire pour ce tartare de veau. On va le goûter très très vite, mais on va faire aussi, on continue à voyager avec les Nora Krief, puisqu'on va aller faire un petit tour dans le quartier, pas le quartier, la Marsa. La Marsa. On n'est pas très loin là encore de la capitale Tunis. Oui, j'ai fait la rencontre de Jacqueline Bismuth, une des rares justes tunisiennes restées dans le pays. Oui. Ils ne sont plus qu'un petit millier en Tunisie. Aujourd'hui grand-mère, elle a souhaité transmettre les recettes de son enfance en publiant un carnet de cuisine. Je la retrouve donc chez elle à la Marsa pour assister à la préparation de la fameuse salade meshouya. Voilà, j'ai fait griller des poivrons et les tomates hier sur mon barbecue, sur du charbon de bois évidemment. Et aujourd'hui, on va l'assaisonner pour l'avoir prête pour le déjeuner. Alors la salade meshouya, c'est donc des légumes grillés, c'est des poivrons. Tomates grillées. Poivrons et tomates. Alors des gens mettent des oignons ou de l'ail. Moi, je trouve que poivrons et tomates, c'est bien assez. Donc là, vous versez le citron. Voilà, je verse le citron. Alors là, je hache en fait le tout entre 2 couteaux pour que ça soit pas transformé en purée. Puis il y ait quand même un peu de mâche justement sous la dent. Certains vont mettre des épices. Moi, j'assaisonne ça juste avec du sel et du citron. C'est en général une des salades préférées de tous ceux qui la goûtent. Cette salade, on la retrouve dans votre livre? Ah oui, la meshouya, bien sûr. C'est une des salades importantes de notre cuisine. J'ai toujours eu le souci de transmettre en fait un patrimoine. C'est cette cuisine qui est notre tradition en réalité, que j'avais pas envie de voir disparaître. Donc je me suis mise au boulot et j'ai rédigé à peu près 120 recettes. Je goûte. Elle est effectivement bien relevée. Mais moi, j'aime bien manger piquant. Voilà. Et vous la trouvez comment, vous? Bonne.
Jacqueline Bismuth, dont j'ai la Bible culinaire qui vient de sortir aux éditions La Martinière sous les yeux. Tunisie gourmande, le carnet de cuisine de Jacqueline Bismuth avec les photographies de Céline Anaya Gauthier. Bon, salade méchouia, elle était bonne? Elle était... Alors, parfaite. elle peut être pimentée, la salade méchouia. Voilà, ça donc- dépend du stade de maturité de ce fameux piment. Tout à fait. Donc là, elle avait mis des piments verts, je crois. Donc c'était légèrement pimenté. Mais effectivement, si on attend les piments rouges fin juillet, début août, là, ce sera encore plus fort. C'est ça. C'est un peu trompeur, salade méchouia. On pense que c'est une salade de légumes crus et croquants. Ces légumes sont bien compotés à la manière d'une ratatouille. Oui, ou braisé sur les feux Braisé sur de le bois, feu, ou absolument. au four, comme on fait nous, on rôtit au four. Alors vous avez vu qu'elle est dans son plus simple appareil chez Jacqueline Bismuth. C'est juste tomate et Et piment. poivron, oui, et piment. Piment. Ah, vous avez le droit de dire poivron. Oui, je sais Ouais. pas si on Piment. peut dire- Poivron, et ça existe, mais les D'accord. gens, ils Non, s'en non, servent moins. pardon, effectivement. C'est plutôt pour les farcis, les poivrons. Mais Et piment. ça c'est vraiment, Tomate et piment. c'est vraiment la base. Après, on peut y mettre de l'oignon, on peut y mettre des épices, on peut mettre Beaucoup d'autres d'oignons, choses. ça amène des douceurs, l'oignon. Vous la faites comment personnellement? Je fais poivron, Oui. un piment, tomate Oui. et des oignons. Tout ça rôti au four, bien grillé. Après, on baisse la température, on récupère l'eau, on conserve l'eau pour faire autre chose. Et on va les hacher au hachoir à la main, le hachoir qu'on accroche à la table. Et on va les passer au réfrigérateur. On rajoute des jus de citron. Oui. On a mis de l'ail déjà. C'est ça. Et l'huile d'olive. Et là, ça peut accompagner un poisson, un viande ou tout seul. Je revenais là, on était à la salade méchouia et j'ai mis ma cuillère dans votre tartare de veau à la harissa. C'est brillant. Oui, le tartare de veau là, c'est... Avec des petits cornichons en fines lamelles. C'est quelque chose, non? Ouais, ah oui, oui. Les pignons de pain, ça amène Et le pignon de pain aussi. Et du côté croquant. gras. Du croquant, des shots d'acidité, un peu de la chaleur du piment. Vraiment, vraiment, bravo. Allez, une dernière petite escale, Lénora. Un petit cadeau final, ce serait Oui, quoi? direction la capitale maintenant, Tunis El Assima, comme on dit là-bas. Au cœur de la Médina, le restaurant Fundouk El Atarine. Un fundouk, c'est un autre mot pour désigner un caravansérail en arabe. Donc c'est bâtisse qui faisait autrefois usage d'auberge pour les commerçants de passage. Dans ce patio, on peut découvrir et redécouvrir pour certains la vraie cuisine tunisoise. Ah, tunisoise, à ne pas confondre avec tunisienne. Voilà, moi personnellement j'ai opté pour le couscous au poisson avec une semoule extrêmement fine et épicée comme il faut. Et la gérante et la chef m'ont fait découvrir en coulisses le kabkabou et le noisser, deux autres spécialités de Tunis. Voilà, c'est un kabkab. C'est un poisson en sauce avec une sauce rosée. Une fois cuit, on met des capres, des olives, citron confit. Et comment vous appelez ce plat? Kabkabou. Kabkabou? Kabkabou, oui. استنى مش ممسوح. Tu mets les olives et les capres. Voilà, on va voir maintenant le noisser. Alors, les noisser, c'est une pâte faite maison qui est coupée en petits carrés comme ça, qu'on fait sécher et qui se conserve même toute l'année. Et Là, vous avez une assiette dans laquelle il y a les pâtes. assiette, voilà. On humecte un peu avec un peu d'eau et un peu d'huile et c'est cuit comme le couscous à la vapeur. Ça se fait avec de la viande, avec du poulet, l'agneau, poulet ou osben. Osben, ce sont les tripes. C'est comme une saucisse, vous voyez, et farcie avec tripes, viande, beaucoup d'herbes, poires, oignons, épinards, coriandre et bien assaisonné avec sel et poivre et parfois un peu d'harissa. Et voilà. C'est garni avec des légumes, oignons, carottes, courgettes et pommes de terre. Et pois chiches. Et pois chiches, bien entendu. On ira, ça c'est sûr, s'attabler à Tunis pour manger la cuisine tunisoise typique de Tunis chez... Le restaurant Fundouk El Atarine. Et on ira bien entendu à mi-chemin, le bistrot franco-tunisien de Nardine Labiade avec votre femme Virginie qu'on salue. 31 rue Boulard, Paris 14e. Merci beaucoup Nordine pour votre générosité et vos lumières. Merci à Virginie, mon épouse, qui m'a fait mon tour de France culturel et gastronomique. C'est ça. Merci à ma mère, merci Et à toute Mabrouka, mon équipe. évidemment, bien toute sûr. mon équipe. On va déguster, c'est aussi demain à 11h. Après notre périple en Tunisie, nous resterons en Méditerranée pour raconter et cuisiner un légume-fruit emblématique de l'été, l'aubergine. À demain, si vous avez encore faim.